Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'IRIS pour cette soirée à l'occasion du lancement du Global Go-To Think Tank 2018 qui est sorti hier après-midi et qui fait un point chaque année. On organise chaque année à l'IRIS une conférence sur ce sujet qui fait un point, un bilan à la fois dans une première partie sur le rôle des think tanks et l'évolution des think tanks dans le monde sur l'année qui vient de s'écouler, mais également qui propose un classement des think tanks. Alors, pour faire court sur le classement des think tanks, pour résumer un petit peu le rapport, le lancement est réalisé. Donc, ce type de conférence a lieu dans 75 pays et 125 villes aujourd'hui même, en simultané en même temps, enfin avec le décalage horaire bien évidemment qui peut décaler. C'est le classement le plus complet sur les think tanks dans le monde, avec pour les think tanks, et on est des habitués de ce type de manifestation, un certain nombre de rendez-vous tout au long de l'année qui nous permettent de nous rencontrer, d'échanger, de réfléchir sur le rôle et l'avenir des think tanks. Donc c'est un classement qui est réalisé depuis plusieurs années par l'Université de Pennsylvanie, par le professeur James McGann. Il étudie 8162 instituts de recherche répartis partout dans le monde et il interroge plus de 3750 personnes, experts universitaires, décideurs politiques, représentants d'ONG, think tanks, journalistes de toute nationalité. Ce qui est important à préciser dans ce classement, c'est un aspect essentiel de la méthodologie et de l'interprétation de ce classement, c'est que ce classement est fondé sur ces enquêtes. Un questionnaire est envoyé quelques mois avant la sortie du rapport pour interroger donc les experts, les universitaires, les décideurs, les journalistes sur leur perception des think tanks dans le monde et sur les think tanks qu'ils classeraient parmi les plus visibles et les plus influents. Donc quelques chiffres sur le classement de cette année. L'Amérique du Nord, Mexique, Canada, États-Unis compte 1972 think tanks, dont 1871 pour les seuls États-Unis. On en compte 2219 en Europe, toutes disciplines et toutes thématiques confondues, bien évidemment. Donc, si mes calculs sont bons, 52% des think tanks sont situés, localisés en Europe ou aux États-Unis. L'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord continuent de voir une expansion du nombre de think tanks. C'est quelque chose qui est vraiment perceptible depuis une dizaine d'années, mais ils restent majoritairement affiliés ou créés par des universités ou des États dans ces régions. Donc, pour ce qui concerne la France, 203 think tanks sont recensés en France. C'est le 8e pays en termes de nombre de think tanks, après les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Allemagne et la Russie. Donc, on n'est pas si bien positionnés que ça, les Français, en matière de think tanks. Et 20 think tanks français sont classés dans le Global Go-To Think Tanks. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur ce rapport. Bien évidemment, n'hésitez pas à le télécharger. Il est disponible en ligne sur le site de l'Université de Pennsylvanie. Et puis, on mettra également le lien très rapidement, si ce n'est déjà fait, je n'ai pas vérifié avant de venir, sur notre site de l'IRIS si ce classement vous intéresse. Donc ce soir, nous avons décidé, dans le cadre de cette conférence, de réfléchir sur les médias, les fake news et le rôle des think tanks face à ces fake news. Et donc je reçois ce soir François-Bernard Huyghe, qui est directeur de recherche à l'IRIS, Nicolas Bocquet, qui est directeur des études à l'Institut Montaigne, Tara Varma, qui est directrice adjointe du bureau de Paris au Policy, à l'ECFR, pardon, excusez-moi. Et enfin, Madame Naïma Mouchou, vous êtes députée du Val d'Oise et membre de la commission des lois. Donc je laisse tout de suite la parole à François-Bernard Huyghe, qui va nous faire un petit panorama sur les fake news et le rôle des think tanks dans ce contexte de fake news. Je serais tentée de te poser une question, François-Bernard. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, les fake news? On en parle beaucoup. Absolument pas, puisque le philosophe Popper dit que l'homme est un singe menteur et que pour ceux d'entre vous qui seraient monothéistes, toute cette histoire commence avec une fake news à propos d'une pomme. Donc, historiquement, on pourrait trouver des tas d'exemples. La légende du prêtre Jean, la donation de Constantin, la dépêche d'Ems. Ce qui a changé, c'est que les fake news se sont incroyablement
démocratisé. On peut tous produire des fake news, alors que, disons, il y a quelques années, seul un service d'État, comme pendant la guerre d'Irak, pouvait en produire, ou seules certaines agences spécialisées. On définira plus tard le terme de fake news. Donc c'est un phénomène de démocratisation des fake news, et c'est un phénomène d'affolement, je dirais, idéologique à propos des fake news. C'est pourquoi j'avais appelé mon bouquin, que je n'arrive pas à montrer parce que je ne sais pas rentrer sur mon diapo. Merci, monsieur. Voilà. Et après, on va confier à ce jeune homme le soin de faire défiler les images qui sont là dans un but purement rhétorique, c'est-à-dire de vous occuper pendant que je raconte des trucs ennuyeux. Donc, oui, il y a un phénomène de démocratisation du faux, pour des raisons techniques qu'on exposera, et il y a un phénomène d'affolement, je dirais presque systémique, à propos des fakes, qui se traduit par des phénomènes comme la multiplication des lois répressives contre les fake news, Indonésie, 6 ans de prison, etc. Bon, France, une loi plus modérée. Par la mobilisation des détenteurs du vrai pouvoir, c'est-à-dire les GAFA, pour éliminer le faux, l'appel à la violence, etc. Récemment, notre président de la République a rencontré M. Zuckerberg, qui est un des vrais maîtres du monde à ce sujet. Et ça s'est traduit également par des mobilisations de ce qu'on appelle le fact-checking, qui est devenu enfin, pratiquement tous les journaux, toutes les télévisions en ont. Pour la petite histoire, et pour prouver que je suis de bonne foi dans cette affaire, avec quelques amis, nous avions créé un site de fact-checking en 2004 qui s'appelait Vigirac, à propos de la guerre d'Irak. Merci, mon vieux. Donc, essayons de définir un peu les choses. Donc, nous sommes dans un think tank ici. Tu as oublié de dire que nous avons eu un très très bon classement sur plein de choses. Bon, on n'est pas ridicule, quoi. On n'est pas ridicule. Bon, un think tank, c'est censé faire quoi? D'ailleurs, c'est un mot qui est difficile à traduire parce que c'est de l'argot américain, et on n'avait jamais très bien compris si c'était une boîte où penser à l'abri, comme dans un bunker, ou un réservoir où puiser des idées. La réponse est les deux, mon général. Exact. Alors, think tank. Alors, les think tanks, quel est le rapport des think tanks avec la vérité? On est censé être pour la vérité, hein, je veux dire plutôt pour la liberté, la gentillesse, voilà, contre la torture des chatons nains, etc. Donc, on est censé être pour la vérité, mais comment la rechercher, particulièrement dans un think tank, hein? Il y a 3 types de think tanks. C'est une typologie qui n'est pas de moi. Historiquement, le premier, alors on discute quel est le premier. Le premier, c'est probablement le Brookings Institute, qui a plus d'un siècle. C'est ce qu'on a appelé des universités sans étudiants. C'est-à-dire, vous réunissez des gens, des universitaires, des intellectuels, des anciens ambassadeurs, des gens qui ont une certaine expérience, et à distance des contraintes du politique, ils réfléchissent à ce qu'il serait bon de faire, hein. En gros, c'est un peu ça, l'idée d'une université sans étudiants, une sorte... je n'ose pas employer le mot parce qu'on est des think tankers, mais d'élite, hein, qui donc donne des idées, des inspirations au système politique, avec le risque évidemment qu'on soit un peu entre soi dans l'élitisme. Puis il y a une deuxième définition du think tank qui a apparu à peu près avec la Rand Corporation après la Seconde Guerre mondiale, qui est le fournisseur de solutions. C'est-à-dire l'État, généralement c'est l'État, ou parfois des grandes compagnies, se tournent vers des experts qui forment une sorte d'intellectuel collectif et leur demandent que faudrait-il faire, hein. La Rand, c'est typique pour ça. Le gouvernement américain se tourne vers eux en disant: que devrais-je faire? Est-ce qu'il faut que j'ai des chasseurs ou des bombardiers, ou dans un domaine plus... quelle est la bonne doctrine en termes de dissuasion atomique, hein, ce qui veut dire... Donc on est conseiller du prince dans cette idée. Ce sont des intellectuels conseillers du prince, avec le risque, cette fois-là, qu'on dépende du commanditaire, hein. La Rand, dépendant du président des États-Unis, peut difficilement tenir des propos anti-impérialistes. Un think tank dépendant de je ne sais pas quelle association patronale peut difficilement être très antilibéral, etc. Donc on est dépendant de celui qui paie, et celui qui paie l'orchestre fait la musique souvent. Alors il y a une troisième catégorie qui sont les think tanks de type Heritage, dont le but est la
conquête idéologique affirmée. Hein. Ils sont des think tanks gramscistes d'une certaine façon, donc composés cette fois d'intellectuels organiques, dont le but est de fournir des programmes au gouvernement ou aux futurs gouvernants, d'analyser les problèmes, de leur fournir des fiches et de toujours des solutions. Bon, où est-ce que nous sommes, nous, l'IRIS? On est un petit peu dans la première et deuxième catégorie, et nos adversaires pensent que nous sommes dans la troisième. Hein. Globalement, c'est un peu ça, l'idée. Donc, on voit qu'il y a des fonctions différentes. Donc, les think tanks, ces groupes où on réunit de l'expertise, des gens qui, en principe, ne sont pas... Alors, on n'est ni universitaire, en ce sens que nous ne sommes pas censés transmettre une connaissance de génération en génération et uniquement enseigner, même si ici on a des étudiants, mais c'est un peu séparé de la fonction think tank. Nous ne sommes pas des universitaires. Nous ne faisons pas de la philosophie, de la recherche pure. Je veux dire, un think tank ne cherche pas à démontrer si Dieu existe ou si 2 et 2 font 4 ou ce qu'il en est en physique atomique. Hein. On n'est pas dans la connaissance pure. Nous sommes censés réfléchir sur des choses qui pourraient déboucher sur des pratiques politiques, sur des solutions, et donc de donner une expertise, être des prescripteurs non élus. Hein, personne ne nous a donné mandat pour ça, et nous valons ce que vaut notre production. C'est à peu près ça la définition d'un think tank. Donc, nous sommes censés respecter des principes académiques, faire des notes en bas de page, prouver ce que nous disons, nous référer, sourcer tout ce que nous disons. Mais nous ne sommes pas non plus des journalistes. Nous n'allons pas faire d'enquête de terrain, même si certains membres de l'IRIS vont se balader à l'étranger, rencontrer des responsables. Donc c'est un rôle particulier des think tanks par rapport à la recherche d'une vérité qui serait applicable. Alors je vais étaler un peu ma culture classique. Ce sont des idées qui devraient être applicables dans le domaine politique essentiellement. Je veux dire, on peut avoir une section écologie, etc., mais en principe, c'est censé préconiser des mesures de l'ordre du politique. Et en ce sens, nous ne sommes pas des historiens qui essaient d'établir ce qui a été. Nous n'établissons pas des vérités éternelles, mais nous essayons d'établir des vérités relatives en analysant l'actualité, en préconisant des choses. Et on n'est donc pas côté Platon, établir une vérité éternelle d'où découlerait tout un système, et on est plutôt du côté Aristote, qui pensait que le but dans le politique, on doit s'accorder non pas sur un vrai absolu, mais sur le vraisemblable et le souhaitable. Voilà, je pense que c'est à peu près là qu'on peut borner nos ambitions par rapport à la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce problème de la vérité? C'est qu'elle a une grosse crise, malgré cette histoire de pommes et tout ça. Apparaît en 2016... il y a une mode qui se traduit par le fait que ce sont les mots les plus employés dans l'Oxford Dictionary en 2016 et 2017, de termes anglo-saxons, c'est pas par hasard, qui sont fake news et post-truth. Hein, c'est-à-dire, nous serions passés à une époque post-vérité. Ah ouais, c'était comment avant les gens croyaient à la vérité, hein, le temps de Staline, on croyait la vérité. Quand les gens pensaient que les sorcières volaient sur des balais, on était dans l'ère de la vérité. Donc on en serait sorti. Évidemment, le rôle qu'on attribue aux fake news, qui a été traduit en français par Infox. On discutera de ce concept. Alors, cette ère de la post-vérité, mais il y a une cinquantaine d'autres concepts anglo-saxons qui sont arrivés. Je ne vais pas vous les infliger sur le fact-checking, le bullshit, le sharp power, enfin, il y a information warfare, il y a tout un tas de concepts anglo-saxons qui sont arrivés. Comme par hasard, ils sont souvent arrivés par des think tanks anglo-saxons plutôt conservateurs. Les think tanks exercent un pouvoir idéologique de créer les concepts.
Et ils ont créé ce que j'ai appelé la grande panique, qui consiste à croire que le monde est menacé par la post-vérité, par le contraire de la vérité, avec 3 coupables qui sont désignés habituellement. Les méchants, les stupides et la mécanique qui marche mal, à savoir les Russes, hein, qui on attribue un pouvoir invraisemblable d'avoir provoqué le Brexit, le référendum catalan, évidemment l'élection de Trump, etc. On a beaucoup d'arguments pour démontrer qu'il s'agit un peu d'un fantasme, ou que ça peut avoir qu'un effet très marginal. Je ne suis pas en train de nier qu'il y ait une Internet Research Agency, ni qu'il y ait une usine de trolls à Saint-Pétersbourg, mais les faits sont très, très limités. Il n'y a peut-être pas qu'eux qui interviennent dans les élections intérieures. Enfin, je me suis laissé dire. Alors, premier coupable, donc les Russes. Hein, on reprend un peu une rhétorique de McCarthy pendant la guerre froide. Deuxième coupable, ça serait les populations, le peuple, pour ne pas dire la populace, qui, au fond, c'était l'idée du livre Post-Truth en 2004, les gens font de moins en moins attention à la vérité. Quoi. Les gens vérifient de moins en moins. Les gens sont plus cons que nous, sont plus cons que de mon temps. C'est un peu cette idée-là qui essaie de se théoriser sur le thème qu'au fond, la population serait beaucoup moins sensible aux critères de la vérification, à cause de pratiques inspirées de la publicité ou de divisions politiques. Au fond, nous serions davantage gouvernés par les passions que par la raison, la grande découverte, et que donc beaucoup de gens seraient sensibles, soit auraient de grands doutes à l'idée de vérité scientifique parfaitement établie, du genre la rotondité de la Terre, la théorie de l'évolution, etc., soit ne croiraient plus les médias sérieux, les masses médias classiques, mainstream, et imagineraient toutes sortes de fantasmes sur les réseaux. Le troisième coupable qu'on désigne, ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes, c'est-à-dire souvent les mêmes qui, en 2011, les célébraient en disant que c'était épatant à cause du printemps arabe, etc. On avait fait une réunion ici pour dire attention, ne disons pas trop de bêtises, du calme. Les mêmes sont en train de dire que intrinsèquement, les réseaux sociaux permettent aux dingues, aux complotistes, etc., de se renforcer dans leurs convictions. Voilà un peu le nouveau schéma qu'il faut bien appeler idéologique, hein, qui s'impose, qui se traduit par des lois, par des mobilisations des médias, par un discours politique qui tend à dévaloriser l'adversaire idéologique comme producteur de fake news. Hein. Comme dit Evgeny Morozov, fake news... Pardon. Ouais, c'est la façon post-idéologique de désigner l'idéologie. Donc on est dans cet état de panique. On a des tas d'arguments pour montrer les limites, les limites de ce mythe. Il y a eu des tas de travaux en ce domaine pour en quelque sorte, désamorcer cette idée d'une causalité diabolique qui est un signe de faiblesse. Mais par ailleurs, l'élément qui me paraît le plus intéressant, c'est que la peur des fake news a engendré un système d'affolement où on légifère, on leur attribue... l'exemple le plus frappant, c'est Hillary Clinton qui ne comprend pas pourquoi elle a perdu et qui croit que c'est à cause des fake news, des espions russes, etc. En faisant ça, elle ne se donne très peu de chances de gagner contre Trump la prochaine fois. Voilà. Dernier élément qui me paraît intéressant, c'est que on a tendance à attribuer l'appétence pour les fake news aux couches inférieures, peu diplômés, pas urbaines, enfin les gens qui vont aux manifs des gilets jaunes, hein, en gros. Et c'est faux. Hein, c'est faux. Il y a une production très importante de fakes, je dirais d'État ou anti-gilets jaunes, anti-populistes. Et par exemple, l'excellent site Les Crises, on a cité une douzaine de ce genre. Donc il y a à la fois démocratisation et partage des fakes sur fond de cet affolement idéologique. Voilà. Et
Merci François Bernard. Alors je retiens les mots de panique, d'affolement et que nous avons légiféré dans l'affolement. Donc la voie est toute transition. Oui, Madame Mouchou, c'est très bien. Je me suis opposé à cette loi. J'ai écrit des tas d'articles contre. Donc, on va en discuter tout de suite. Ouais. Madame la députée, si vous pouvez nous parler peut-être de la genèse et des enjeux de la loi anti-fake news et puis de la perception que vous avez des think tanks et du rôle des think tanks contre ces fausses informations. Merci. Merci infiniment de votre invitation. Bonsoir à tous. Je partage le constat qui a été fait par Monsieur Huyghe, évidemment pas la solution. Moi, je crois que nous avons légiféré avec retard. Alors c'est vrai, hein, les fausses informations ont toujours existé. On dit que la rumeur, c'est le plus vieux média du monde. Alors pourquoi une loi aujourd'hui ? Parce que l'expansion des fausses informations aujourd'hui pose un véritable problème et un défi pour la démocratie. Le développement des nouvelles technologies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet la liberté d'expression. Vous pouvez, de n'importe quel endroit du monde, en un clic, désormais, interpeller, répondre, commenter. Et ça, c'est une avancée. Il y a le pendant, évidemment, qui sont les abus à la liberté d'expression. La vraie difficulté, en réalité, c'est que sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les fausses informations pouvaient perturber le débat public dans des moments qui sont des moments cruciaux pour certaines nations, en tout cas pour les démocraties, et notamment au moment des grandes élections, les élections présidentielles, les référendums. Prochainement, il y aura des européennes, par exemple. Tout ça est lié. Je vais vous donner quelques chiffres. On sait qu'une fausse information, par exemple, se répand 6 fois plus vite qu'une vraie information. On sait que 48% des gens qui ont cru à une fausse information y ont cru avant qu'elle soit démentie. Donc ça veut dire qu'ici, la moitié de la salle, par exemple, est tombée dans le piège, moi inclus par ailleurs. Les fausses informations, elles ont aussi changé de nature, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, je vous renvoie au pire moment de notre histoire, elles visaient à défendre, à pousser une idéologie. Aujourd'hui, c'est différent. On a des fausses informations qui sont créées de toutes pièces, plutôt pour essayer de diviser une population, et ça vise effectivement aujourd'hui un certain nombre de pays démocratiques. Ça a été popularisé sous l'appellation des fake news au moment des élections présidentielles américaines, avec Donald Trump. On l'a constaté, nous, hein, avec ce qui s'est passé chez nos voisins. On a parlé du Brexit, du référendum catalan. On l'a vécu au moment des élections présidentielles de 2017. Un certain nombre de fake news sur les candidats ont circulé. Tout ça est évidemment très dangereux, puisque avant de mettre son bulletin dans l'urne, dans ces grands moments de la démocratie, il faut nécessairement qu'on puisse avoir des informations transparentes. Le droit à l'information pour le citoyen, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, le constat, c'est qu'évidemment, le mensonge, c'est l'ennemi de la vérité. Alors, ça va mieux en le disant. Et pourquoi le législateur intervient ? D'abord, il intervient avec responsabilité en se disant on se doit de protéger l'état de droit dans lequel on vit. On sait que c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Tous les experts aujourd'hui le disent, il y a une évolution. On a aujourd'hui un peu de recul, 10-15 ans sur le phénomène. Et donc, il faut pouvoir parer à cela. Pas n'importe comment, évidemment. Et la loi, il n'y en a qu'une en France. Hein, je vous rassure, il n'y a pas des lois. Il y a une loi qui est bien plus modérée que la loi indonésienne invoquée par M. Huyghe. Mais il fallait qu'au moins on puisse mettre le sujet en débat. C'est ce qui a été fait avec la proposition de loi que j'ai co-rapportée à l'Assemblée nationale. Et il fallait pouvoir mettre un certain nombre de remparts et dire clairement stop à ce phénomène extrêmement invasif et dangereux. Ce qui est important, c'est que quand on a voulu légiférer, on l'a fait avec précaution, hein. D'une main tremblante, comme on dit, parce que le sujet, c'est celui de la liberté d'expression. On est sur une liberté fondamentale, et donc il faut faire extrêmement attention aux effets de bord. Il n'était pas question, effectivement, d'être intrusif dans la loi de 1880, celle qui protège la liberté de la presse. Je vous le dis d'autant plus aisément que j'ai été avocate en droit de la presse avant. Je sais l'équilibre fragile qui a été mis en place à ce sujet. Et en même temps, il fallait agir. En même temps,
effectivement, il fallait pouvoir mettre en place des dispositifs efficaces et qui ne soient pas des dispositifs dangereux. C'est tout l'objet des débats qu'on a eus entre députés, avec le Sénat, des débats qui ont été un peu virulents de temps en temps, mais c'est normal, je crois que le sujet est suffisamment important. Qu'est-ce qui a été pensé à travers cette proposition de loi qui a été adoptée par ailleurs définitivement il y a quelques semaines? La première chose qui était importante pour nous, c'était de faire une accroche dans cette proposition de loi sur l'éducation aux médias. Parce que finalement, comment on s'en sort dans cette histoire? On s'en sort par l'apprentissage qui doit se faire dans le décodage de l'information. Cet apprentissage, il doit se faire dès le plus jeune âge. Maintenant, on vit désormais à l'ère des réseaux sociaux, et les plus jeunes en particulier. Et donc, il était important qu'on puisse dire qu'il fallait que l'éducation nationale s'empare du sujet, qu'on puisse mettre en place des modules pour les plus jeunes d'apprentissage, de développement du sens critique face à une information et de comment on va chercher plusieurs sources pour vérifier ce qu'on a sous les yeux. Et j'ai fait cette expérience qui était très intéressante, de me rendre dans des collège-lycée, de rencontrer des jeunes de 10-12 ans à qui on a fait vivre cette expérience en direct, qui on a montré des diapositives avec un certain nombre de fausses informations qu'on a questionnées. Alors il faut savoir que ces jeunes de 10-12 ans quand même, pour la plupart, c'est-à-dire 9 sur 10, ils ont tous un téléphone portable, et pour 8 d'entre eux sur 10 le consultent sans limite, sans contrôle parental, le jour comme la nuit. Alors ça, c'est un fait qu'il faut prendre en considération. Bon, le résultat de l'expérience, c'est que 3/4 sont tombés dans le panneau des informations qui leur étaient présentées. Et donc, à partir de là, on déroule avec eux et on leur montre comment, d'abord, il faut être vigilant, et comment, en fait, Internet n'est pas qu'un danger, mais qu'il est aussi une mine d'informations, et qu'on peut réussir à ici avoir une pluralité de sources. Alors, ce ne sont pas que les jeunes. Puisqu'il y a une étude très récente là, qui a été relayée par Le Monde, une étude américaine qui montre que les seniors, en réalité, sont les principales victimes des fausses informations, qu'ils relayent beaucoup. Donc là aussi, il y a un vrai questionnement sur comment, finalement, on accompagne ceux qui, je crois, sont les plus éloignés du développement de ces technologies. Il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, et dans le cadre de la mise en place, notamment, vous savez, du plan numérique sur le territoire, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à une meilleure assistance sur ce sujet de nos seniors. Sur les dispositifs en eux-mêmes. Alors, il y a une mesure qui a fait... Alors, je passe donc sur l'éducation aux médias. Vous l'avez compris, c'était une accroche dans la proposition de loi. Ce n'est pas vraiment du législatif, ça relève du pouvoir réglementaire, mais c'était très important pour nous de l'écrire dans la loi. Et avec l'éducation nationale, nous travaillons là-dessus. Ce qui a fait débat à l'Assemblée, c'est la création d'un juge des référés en période électorale. Donc, je vous ai expliqué un petit peu la genèse de cette proposition de loi. On s'est, nous, focalisé sur les élections et sur le vote. D'abord, on est en matière de liberté d'expression, il faut faire très attention. On ne peut pas légiférer là-dessus de manière permanente. Donc on cible. Il nous a paru que ce qui était important aujourd'hui à protéger, c'était ces moments. Et ce juge des référés, ce nouveau juge, il aura la capacité de dire, ou de stopper plutôt, une fausse information dans des délais records, des délais de 48 heures, parce que vous savez que quand on est en campagne, il faut aller vite, dès lors qu'un candidat le saisit. Alors c'est pas n'importe quelle information, et le juge n'agira pas dans n'importe quel cadre non plus. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'était de dire, quand vous avez des candidats victimes de fausses informations susceptibles d'altérer le scrutin, il faut qu'on puisse avoir un mécanisme de protection derrière. Donc, ce mécanisme permettra à un candidat qui s'estimera victime d'une fausse information de saisir le juge des référés, qui est le juge de l'évidence. Donc il saisira le juge des référés. Il lui faudra prouver qu'il est victime d'une fausse information. Et comme je vous ai dit, pas n'importe laquelle. Il faudra qu'elle porte sur le débat public. Il faudra qu'elle soit de nature à altérer le scrutin. Il faudra qu'elle ait été relayée de manière massive et artificielle, parce que ce que nous, on vise, c'est vraiment la manipulation de l'information. Ce ne sont pas les fausses informations qui sont des erreurs, non. L'artifice, c'est-à-dire les bots, les trolls, tous ces mécanismes modernes qui existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont des constructions
qui sont des constructions qui visent à, de manière malveillante, déstabiliser l'un ou l'autre ou faire passer des messages, mais tout ça dans une intention malhonnête. Et d'ailleurs, on avait eu cette inquiétude qui était très légitime, hein, d'ailleurs, en tout cas dans sa base, des journalistes qui nous ont dit, mais attention, avec cette loi et ce juge des référés, en période électorale, vous allez nous interdire finalement de nous exprimer sur des sujets importants, parce que ça veut dire qu'un candidat pourra dire c'est une fausse information, le juge pourrait potentiellement... s'il n'a pas beaucoup de pièces, dire voilà, effectivement, ça a l'air gros, c'est une fausse information, et donc je dis à Mediapart ou à un autre, vous devez cesser de diffuser. On a été très sensible, moi j'étais très sensible à cela, et j'ai dit non, absolument pas. On parle, encore une fois, d'intention de nuire. Hein, dans la manipulation de l'information, c'est écrit noir sur blanc aujourd'hui, d'ailleurs dans le dispositif. Et donc, on ne vise absolument pas les journalistes, qui peuvent commettre des erreurs par ailleurs, mais en général, quand ils commettent de bonne foi. Hein. Ils ne sont pas là pour déconstruire, je l'espère en tout cas. Donc voilà sur ce dispositif, qui est un dispositif, vous l'avez compris, ciblé, qui a été retravaillé de manière, effectivement, à ne viser que ces cas précis de manipulation intentionnelle. À côté de cela, l'autre point très important en matière de fausses informations, c'est les plateformes. C'est la régulation de ce qui se passe sur les plateformes. C'est un sujet très complexe parce que c'est un sujet européen. Hein, ce sont des géants, Facebook, Twitter. Donc, je dois vous le dire que la France, à elle seule, ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir l'appui des voisins. C'est en cours. Mais il va falloir l'appui des voisins pour imposer des obligations de transparence, de loyauté, de contrôle, etc. À ces plateformes. On a commencé à le faire quand même à travers cette proposition de loi. C'était l'occasion. On s'est dit, il faut qu'on puisse montrer, dire aux plateformes clairement qu'elles ont une part de responsabilité. Donc, un des amendements, par exemple, qui a été introduit dans la loi, c'est de contraindre ces plateformes, les moyennes et les grandes, à avoir un représentant légal basé en France. Ça peut paraître de bon sens et évident, mais ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que quand vous rentriez en contact avec ces plateformes, il y en a qui vous disaient, vous savez, c'est pas moi, hein. Moi, ma société, elle est au Liechtenstein, elle est au Panama, je ne suis pas responsable. Et puis là, c'était fini, parce que pour assigner les délais, etc., enfin bon, le mal était fait. Aujourd'hui, elles seront obligées d'avoir un contact, et même un représentant légal, avec qui on pourra discuter, coopérer et assigner, le cas échéant, en justice, si nécessaire. Ces plateformes seront obligées aussi, en période électorale, de faire de la transparence. Elles devront, sur les contenus sponsorisés en période de campagne, elles seront tenues d'indiquer l'identité du commanditaire et le montant qu'elles ont touché pour ces contenus sponsorisés. Ce qui leur permettra peut-être de réfléchir à deux fois avant d'accepter un certain nombre de propositions. En tout cas, ce qui permettra aux internautes de faire ce contrôle qui doit aujourd'hui s'imposer. Voilà en termes de gestion des plateformes. Le combat, je veux dire, continue, mais à l'échelle européenne, pour aller beaucoup plus loin sur une transparence des algorithmes. Vous savez que ça, c'est aussi un sujet qui vient de manière récurrente. C'est un peu le cœur du réacteur des plateformes. Et sur la mise en place peut-être d'un code commun à ces plateformes pour avancer. Voilà, j'ai dit globalement un petit peu. Je vous en prie. Merci pour cette présentation du dispositif français. Alors, on en vient finalement à la deuxième partie du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le rôle des think tanks et l'action des think tanks sur la question des fake news. Alors, à l'ECFR, Tara, vous avez publié un papier sur le lien entre fake news et démocratie et sur les risques que font peser ces fausses informations sur nos démocraties, de par la déstabilisation dont on vient de parler, bien évidemment. Je vous laisse la parole pour évoquer ce sujet des think tanks et de l'importance des think tanks pour lutter contre les fake news. Merci. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Alors juste avant de venir, justement, je suis allée sur le site du Larousse pour aller chercher la définition des think tanks en français. Donc je me dis, comme ça, on va poursuivre la conversation. Et le Larousse nous dit qu'un think tank, c'est un cercle de réflexion émanant généralement d'institutions privées et apte à soumettre des propositions aux décideurs publics. Donc je pense que c'est un élément important pour continuer.
En octobre, nous avions publié ce papier avec Manuel, le directeur du bureau de Paris de l'ECFR, sur les manipulations de l'information en Europe. On avait observé, en fait, à travers les bureaux de l'ECFR et puis évidemment de l'actualité, que les manipulations de l'information avaient eu lieu sur la crise des réfugiés, le débat en Catalogne, les élections en France et en Allemagne. Et alors là, très récemment, sur le lancement du traité d'Aix-la-Chapelle, donc pas plus tard que la semaine dernière. On pourra y revenir aussi parce que c'est un cas d'école, je pense. Ça va devenir un cas d'école. Et donc la plupart des dirigeants européens ont été confrontés récemment à ce phénomène de manipulation de l'information dans le monde de post-vérité dans lequel on évolue. Donc cette logique de post-vérité, effectivement, M. Huyghe a dit que le phénomène avait émergé en 2016. En 2016, il y a eu la campagne qui a mené au Brexit et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Sur la lutte contre les manipulations de l'information, en fait, la France a été assez active. Emmanuel Macron, quasiment dès son élection, a accusé RT, Russia Today et Sputnik d'être des organes de propagande en présence du président russe Vladimir Poutine. Il y a eu très récemment la loi qui a été votée. Plusieurs membres du gouvernement ont aussi été assez actifs et pris position sur le sujet. En avril dernier, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'a fait lors d'une conférence publique pour présenter un rapport dont je vais parler maintenant. Donc le CAPS, le Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est le think tank interne du ministère, et l'IRSEM, qui est le think tank du ministère des Armées, ont publié un rapport sur le sujet qui a été présenté d'abord de manière informelle lors de la 26e conférence des ambassadeurs et des ambassadrices, et puis plus officiellement récemment par Florence Parly, la ministre des Armées. Le rapport, il définit les manipulations de l'information comme, et je cite, « la diffusion intentionnelle et massive de nouvelles fausses ou biaisées à des fins politiques hostiles ». Il souligne assez rapidement, dans son préambule d'ailleurs, que ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce rapport-là, il s'intéresse particulièrement aux manipulations de l'information d'origine étatique et étrangère, et il ne couvre pas les manipulations intérieures. Il rejette la notion trop vague et polémique de fake news, je pense qu'on y reviendra, au profit de l'expression de manipulation de l'information que Madame la députée a utilisée aussi, pour désigner cette version plus récente d'un phénomène qui existe, et il note les capacités inédites de diffusion et de viralité offertes par Internet et les réseaux sociaux. Le rapport contient une 50aine de recommandations à destination des décideurs publics, des États, des entreprises privées ainsi qu'aux médias et aux plateformes numériques et à la société civile. Je vais vous citer les 7 recommandations générales qui inspirent un peu plus particulièrement ce travail. Je pense que c'est intéressant. Premièrement, définir et distinguer clairement les termes utilisés. Deuxièmement, ne pas minorer la menace. Troisièmement, sortir du court terme. Quatrièmement, renforcer la résilience de nos sociétés. Je pense qu'on y reviendra dans la discussion aussi. Cinquièmement, ne pas abandonner le web aux extrémistes. Sixièmement, ne pas céder à la tentation de la contre-propagande. Et septièmement, ne pas croire au solutionnisme technologique. Une des parties les plus intéressantes du rapport, elle s'attache aux guerres de l'information et à plusieurs directions que le Kremlin a prises dans son action. On sait maintenant que c'est le Kremlin. La première partie, c'est la kinétisation, donc c'est-à-dire des infrastructures de communication qui vont être ciblées plus fréquemment, notamment le sous-marin et le spatial. C'est un phénomène qui s'est déjà renforcé pendant la phase militaire de l'annexion de la Crimée, au cours de laquelle Moscou a coupé physiquement certains câbles Internet et téléphoniques. Deuxièmement, la personnalisation, à grande échelle, à travers des SMS adressés par téléphone aux combattants adverses en Ukraine, ou des fausses informations noyées dans des campagnes légitimes, comme les Panama Papers ou le mouvement MeToo. Troisièmement, la normalisation, en se reposant de façon moins exclusive sur des médias désormais bien connus comme RT et Sputnik, que j'ai déjà cités, mais davantage sur d'autres médias et des formes de diffusion plus variées, notamment des médias plus traditionnels. Et enfin, la proxysation. Ça, ils le font en ciblant des zones qui sont plus aisément pénétrables, comme l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne ou le monde arabe. Les populations de ces zones deviendraient alors des proxys utilisés par le Kremlin pour affaiblir l'Europe et les États-Unis, y compris par le biais des populations immigrées. Lorsque ce rapport est sorti, RT et Sputnik, de manière assez surprenante, l'ont couvert de manière assez massive. Ils ont accordé une attention au contenu du rapport et à sa publication.
Je dois signaler aussi que Le Monde et Libération ont également couvert la publication et ont critiqué sa focalisation quasi exclusive sur les activités russes, parce que comme M. Huyghe l'a dit, il n'y a pas que les Russes qui sont a priori coupables de manipulation de l'information, il y a d'autres acteurs, étatiques ou non. On pourra aussi y revenir dans la discussion. Les manipulations de l'information, elles n'existent pas seulement pour semer de fausses nouvelles. Leur objectif est clairement de semer le doute, la confusion, de délégitimer l'action politique, notamment en mettant en doute la validité des données qui sont soumises, et de diviser les populations en compliquant la diplomatie ainsi que l'action politique nationale. L'enjeu n'est pas seulement de lutter contre la manipulation et les manipulateurs. La lutte contre la crédulité et le relativisme mérite également une attention particulière, notamment en ce qui concerne la politique étrangère qui est trop longtemps restée un jeu des élites. Alors je parle pour le CFR. Tout cela ne serait pas si grave, évidemment, si l'Europe ne ferait pas un terrain fertile, en particulier à cause d'une crise de confiance dans les élites politiques, la communication politique, la presse et les experts. Le rapport le reconnaît et affirme qu'une volonté politique de renforcer la résilience de nos sociétés est impérative pour lutter efficacement contre ces manipulations. Je pense que dans l'année à venir et les mois à venir, la lutte contre les manipulations de l'information, ça va être une priorité des gouvernements européens. C'est déjà une priorité du G7 que la France préside cette année. La question est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à davantage mettre l'accent sur la protection des journalistes, la mobilisation de la société civile, et de faire en sorte que les plateformes qui ont déjà été mentionnées par les personnes avec qui je partage le panel, telles que Facebook et Twitter notamment, coopèrent avec les États. Plusieurs États sont dans des logiques de coopération. Emmanuel Macron et Theresa May s'étaient rencontrés l'an dernier pour s'engager à une coopération et développer des outils pour lutter contre l'extrémisme en ligne. Il est certain que ce sujet peut être un objet de coopération intense pour ce qu'on appelle les puissances de bonne volonté, qui devraient la soutenir de manière plus active sur la scène internationale. C'est un objectif que Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est fixé. Mais Heiko Maas, son homologue allemand, a aussi fait de ce qu'il appelle l'alliance des multilatéralistes une priorité, et il a clairement expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir d'alliance des multilatéralistes sans engagement à lutter contre les manipulations de l'information. Je vais terminer là-dessus et juste faire 3 points rapides. Un des éléments dont on n'a pas encore trop parlé, mais dont on pourra aussi parler pendant la discussion, c'est la défiance à l'égard des experts, des médias qui s'affirment. Je l'ai mentionné rapidement, mais je pense que le phénomène de manipulation de l'information y contribue aussi fortement. C'est la démocratie qui est en danger. Donc, je pense que les experts ont une responsabilité là-dedans. Il y a eu des scandales, notamment sur la santé publique et la sécurité, qui sont clairement les sujets qui touchent les plus les citoyens, qui ont montré qu'il pouvait y avoir une défiance dans les experts. Mais en bonne think tankeuse, je pense que je vais juste proposer 3 recommandations qui sont recommandées par de nombreux experts qui travaillent aussi sur la politique étrangère. Essayer de travailler à avoir une communauté d'experts plus exigeante en matière de rigueur intellectuelle et de transparence. C'est un terme que je n'ai pas encore employé, mais qui est absolument fondamental pour les think tanks. La plupart des think tanks américains disent que les think tanks ont été fondés pour fournir une analyse indépendante qui puisse être d'usage aux décideurs publics. Et donc l'indépendance, elle passe par la transparence. Transparence des objectifs, transparence des financements notamment. Il faut une communauté d'experts plus représentative des sociétés dans lesquelles on vit. Je pense que là, on est encore beaucoup dans des think tanks qui représentent une certaine élite, ça c'est évident. Et donc pour casser cette image-là et cette réalité-là, il faut qu'on puisse recruter des gens différents, avec des opinions différentes, de milieux sociaux différents. Il faut qu'on puisse retravailler nos programmes scolaires pour donner tous les outils intellectuels aux citoyens de demain pour qu'ils puissent distinguer le vrai du faux. Et enfin, il faut améliorer les instances de dialogue et les instances pour que les gens aient accès à un débat informé. Donc j'espère que nous y contribuons un peu ce soir. Merci.
Merci beaucoup, je l'espère effectivement. Mais je crois que ce type de conférence fait le lien entre les experts, entre guillemets, et d'autres types d'expertise en réalité, et le grand public, et permet le débat. Alors, je vais à présent laisser la parole à Nicolas. Nicolas, vous souhaitiez nous parler de la stratégie que peuvent développer les think tanks pour se prémunir des fake news, mais vous m'avez expliqué que vous aviez plus de portes à ouvrir que de réponses à donner, ou plus de questions à poser que de réponses à donner. Alors je vous laisse la parole. À vous. Voilà, je suis un tout jeune think tanker. Moi, ça fait juste 5 mois que je travaille dans un think tank, donc j'ai pas encore le réflexe de faire toujours des recommandations. J'aimerais plutôt poser quelques questions et avoir un cadre beaucoup plus large que celui des fake news, puisque Nicolas Bocquet, donc je suis directeur des études de l'Institut Montaigne depuis l'été dernier. Puisque le mot important, c'est celui de crise de confiance. Évidemment, les fausses informations sont aussi vieilles que l'humanité, mais en même temps, on vit une période assez particulière de transformation profonde des paysages médiatiques, des paysages politiques, géopolitiques, sociaux et technologiques, tout ça se croisant. Et je dirais nous amenant à des phénomènes assez déstabilisants. Alors moi, donc, je viens d'arriver dans les think tanks, donc je suis allé faire, comme il se doit, un pèlerinage à Washington, Massachusetts Avenue, pour voir à quoi ressemble cette industrie. J'y suis allé en novembre, c'était assez passionnant pour moi. Et j'ai vu 3 choses assez marrantes. Le premier, c'est une situation de désarroi. C'est-à-dire c'est des gens qui comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a eu une phase, je pense qu'ils ont eu 1 an à vraiment comprendre que c'était vrai, que Trump avait été élu. Enfin, évidemment, je ne parle pas de ceux qui avaient préparé cette élection, mais enfin, c'est pas l'essentiel de l'industrie des think tanks aux États-Unis. La deuxième phase, l'autre versant, c'est business as usual. Quelqu'un du Peterson Institute qui me disait le budget du Peterson Institute n'a pas changé, donc en fait, ça va. Et puis le sentiment que ces gens avaient un peu une guerre de retard. Le Pew, qui est un institut extrêmement reconnu, qui ne fait pas de recommandations, mais qui fait beaucoup d'analyses, de sondages, se met à faire un grand sondage sur les liens entre identité et choix politique. Donc voilà. Et le Carnegie fait une grande étude pour aller voir dans l'Ohio comment est-ce que les gens ont été affectés par les décisions de politique étrangère, et notamment les décisions commerciales. Donc c'est bien, mais il n'y a pas forcément besoin... Enfin, en tout cas, ces gens qui ont des dizaines ou des centaines de millions de dollars de budget, effectivement, viennent vérifier sur le terrain si un monsieur qui méprise profondément a eu une intuition qui a rejoint celle de pas mal de monde. Et donc voilà, le sentiment que ces gens avaient une guerre de retard. Alors nous, on a la chance de ne pas encore avoir eu Trump ici. C'est quelque chose qui, évidemment, nous pend au nez. Donc ce serait bien d'avoir cette réflexion maintenant sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer d'avoir un temps d'avance au lieu d'un temps de retard. Ce que je vois dans moi, ce que j'appelle une crise générale, mais que je vois de mon côté de think tank, donc qu'est-ce que c'est que la crise pour les think tanks confrontés à ça, c'est la mise en danger, la disruption possible d'un modèle qui fonctionne avec 5 piliers. D'abord, celui d'avoir du temps. Le think tank, la différence entre le think tank et ceux à qui il va pouvoir proposer des idées, c'est que le think tank, il a du temps pour penser. Celui qui décide n'a pas de temps. Donc en fait, c'est ça l'avantage comparatif du think tank. Deuxième chose, c'est d'être capable de réunir de l'expertise. Troisième chose, c'est d'être capable de faire passer ses idées dans les médias. Quatrième chose, c'est d'influencer des politiques publiques. Et la cinquième chose, c'est de parler à des élites. Et chacun de ces éléments est mis en crise profondément. D'abord, la question du temps. On vit, là je vais enfoncer des portes ouvertes ou des platitudes, mais vous me pardonnerez, c'est pas nouveau, mais quand même, cet enchaînement perpétuel de nouveaux agendas médiatiques, le passage d'un clash à un autre, fait qu'on a quand même, moi je le vis dans mes fonctions de directeur d'études, on a un problème. C'est-à-dire que une étude, c'est une de nos grosses études, c'est un rapport, c'est 8 mois de travail. Entre le moment où on a l'idée, on rassemble un groupe de travail, on met ensemble des gens très différents, on fait des auditions, tous les mois on met le groupe de travail ensemble. S'il a un intérêt, c'est que les gens ne sont pas d'accord, donc il faut qu'ils se mettent d'accord, ou au moins qu'ils arrivent à faire dégager une réflexion originale. Et puis après, il faut publier, il faut traduire. Là, on a 8 mois. Donc aujourd'hui, moi j'ai des choses qui sont dans les tuyaux depuis un certain temps, j'essaye d'en mettre, mais finalement,
y a des choses qui sont devenues totalement inaudibles. Voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive à la fois à garder le temps, à essayer de continuer je dirais, d'influencer un agenda, parce que c'est notre rôle, mais en même temps dans un temps qui est un temps de plus en plus réduit. Et est-ce qu'on doit réduire notre temps? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit investir nos ressources, notre expertise, sur des choses beaucoup plus courtes qui nous permettent de répondre très vite aux questions qui se posent aujourd'hui? Voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut être pertinent? Est-ce qu'on doit être des super décrypteurs? Ou est-ce qu'on doit rester dans le temps long, quitte à être inaudible dans le travail qu'on fait? Première question. Donc, deuxième question, celle de l'expertise. Vous avez parlé de la crise de l'expert, certaines explications, et parfois une raison dans la méfiance qu'ont les gens envers les experts. Et puis, cette notion d'expertise, elle change. Aujourd'hui, sur un certain nombre de questions, je pense aux questions européennes ou autres, les blogueurs sont parfois beaucoup plus intéressants que les experts ou que les universitaires. Le monde universitaire, qui est un des mondes dont on tire un certain nombre de ressources, on va trouver des universitaires pour leur demander d'apporter leur expertise. C'est un monde qui est en crise. C'est un monde qui est tout petit maintenant aujourd'hui, l'université. Enfin, on voit bien aux États-Unis et aussi en Europe. À l'inverse des blogueurs, des autodidactes, comme on aurait dit hier, des blogueurs, des influenceurs, qui ont beaucoup plus de choses à dire. Mais évidemment, selon quels critères est-ce qu'on va les agréger à nos cercles et à nos groupes de travail? Et donc, je reviens à mon exemple de Carnegie, que je trouve assez frappant. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'experts qui ont beaucoup d'expertise, mais qui ont juste mis 2 ans de plus qu'un Donald Trump à s'apercevoir que dans l'Ohio, il s'était passé quelque chose de fondamental. Troisième point, les médias. Polarisation. On va bientôt sortir une étude qui fait le point un peu sur la polarisation des médias en France. Et puis baisse du niveau, baisse des moyens, baisse de la capacité des médias aussi à prendre de l'analyse, à prendre de la hauteur, à faire de l'analyse approfondie, à prendre du temps. Et donc on se retrouve de manière très frustrante, ça a été le cas dans notre étude qu'on a sortie en septembre sur l'islamisme. Ça fait 600 pages, c'est un énorme travail, c'est un énorme investissement, et ça a eu une certaine retombée. Mais voilà, les médias n'ont clairement pas joué leur rôle dans cette affaire. Donc ça a été une énorme frustration pour nous, avec une question qui est la nôtre, mais qui est partagée par un certain nombre de think tanks, c'est est-ce qu'on doit du coup devenir notre propre média? Si les médias ne peuvent plus jouer leur rôle de tirer la substantifique moelle de nos 600 pages, enfin en général c'est plutôt 200, pour en tirer une réflexion intelligente, est-ce qu'on doit devenir notre propre média? Du coup, est-ce qu'on doit, c'est des décisions très concrètes, est-ce qu'on doit, plutôt qu'un chargé d'études, recruter un vidéaste pour faire de la vidéo? Est-ce qu'on doit s'engager aussi dans une course au clic? Donc ça, c'est des questions concrètes. Quatrième point, les politiques publiques. On travaille pour proposer des politiques publiques. Si la politique publique ne fonctionne pas, on est out of business. Et de fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quand même la très grande difficulté des politiques publiques à simplement se réformer et à passer de se transformer du discours politique à la réalité du terrain. On voit des gens qui ont des leviers, qui les actionnent, et on s'aperçoit que, évidemment, au bout du levier, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est aussi un facteur de crise et d'inquiétude, avec une autre tentation, qui est la tentation du do tank. C'est-à-dire que si les politiques publiques ne sont plus capables de transformer la réalité, d'avoir des effets, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement le faire nous-mêmes? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de lancer des initiatives, des appels, ou de s'engager dans des programmes, et finalement de finir par faire de l'associatif et de s'engager sur le terrain pour espérer voir quelques effets concrets, même s'ils sont très limités, de ce qu'on fait, et en tirer une certaine satisfaction ou se convaincre que ce qu'on fait est quand même utile. Et puis, dernier point, les élites. Donc, on a l'habitude de parler aux élites. On a l'habitude de cristalliser des élites aussi. Il y a quelque chose qui est très... Un des outils des think tanks, c'est les young leaders, notamment les programmes internationaux. On va aller chercher des jeunes dans tel pays ou sur telle thématique pour les mettre ensemble et créer un réseau. Et avec, ce qui moi me frappe beaucoup dans les programmes de young leaders, c'est que les think tanks vont donner plus de chance à ceux qui en ont déjà. Il y a des gens qui sont... On va chercher finalement ceux qui sont sur des trajectoires de réussite. Et donc, voilà, donc le gouvernement chinois fait un programme Young Leaders et va chercher des jeunes énarques avant ou après qui soient passés dans le privé. Et ils ont effectivement toutes les chances d'être des gens en position clé dans 20 ou 30 ans. Mais ça, c'est aussi ce système qui, pour nous, est en crise. C'est-à-dire que si nous, on ne fait que parler et interagir avec cette fine couche internationale de gens qui sont eux-mêmes déconnectés de leur société, c'est évidemment pas avec ça qu'on va arriver
je dirais, à contribuer à la solution des problèmes qu'on voit aujourd'hui. Et donc, du coup, notre tentation, est-ce qu'il ne faut pas nous-mêmes créer les élites, faire être un petit peu dans cette démarche de Sciences Po du temps de Richard Descoings, en disant, bon voilà, la fabrique à élites, elle ne fonctionne pas, il faut qu'on aille directement chercher presque un par un les gens pour aller renouveler les élites. On n'a pas les moyens de le faire, mais finalement, si on les avait, est-ce que c'est pas vers ça qu'on aimerait aller? Voilà, donc quelques réflexions. Je n'ai pas du tout la prétention d'être constructif en quoi que ce soit, mais j'ai un peu partagé mes interrogations. J'ai pas mal voyagé au cours de mon parcours. J'ai vécu 3 ans aux États-Unis, 4 ans à Rome, 4 ans à Taïwan. Je reviens dans ce milieu que je découvre, et voilà un petit peu aujourd'hui mes interrogations d'un think tanker qui se demande un peu à quoi il sert. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Qui veut poser la première? Monsieur. Oui, pensez bien à vous présenter avant de poser votre question. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour les interventions. Jacob Ross, je travaille à Paris depuis 3 mois en tant qu'assistant parlementaire. J'aimerais bien revenir sur votre point, sur le manque de temps dans les médias, dans l'agenda médiatique, et demander à tout le monde en fait ce que vous pensez sur l'idée, notamment de politiciens. C'est un débat en ce moment en Allemagne, de se retirer complètement des médias sociaux, de ne plus agir sur les médias sociaux, et du coup d'essayer de gagner du temps en se retirant de ces canaux de communication, en perdant ces canaux de communication en même temps. Merci. Alors, on va prendre 2-3 questions, comme ça nous permettra de répondre ensemble et de prendre plus de questions. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui souhaitait poser une question. Oui. Merci. Oui, moi je suis assez stupéfait de ce que vous pouvez dire et de la référence de nos jours à la vérité ou à la fausseté, et du fait que personne n'a parlé de science. Et donc ma question serait, que fait-on de l'éducation scientifique en France? Il y en a de moins en moins, et c'est cependant là où on se met à l'épreuve des faits. Et les scientifiques ne parlent pas de vérité, du moins ceux qui sont honnêtes, ils parlent de représentation, étant assurés que ce qu'ils disent aujourd'hui peut être contesté par ce qui va être appris demain. Ça reste important pour la démocratie. Merci. On a parlé de sens critique, somme toute, et puis je vous rappelle qu'il est aussi question de politique et qu'on n'est pas forcément dans un domaine scientifique. Par contre, l'esprit critique et le développement de l'esprit critique, ou l'éducation, qui est un objectif de la loi anti-fake news, je ne veux pas répondre à la question, je laisserai les intervenants, mais on a quand même un petit peu suggéré ces sujets-là. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis étudiant à l'EGE. J'avais une question par rapport au référé qui sera mis en place. Donc, c'est un processus a posteriori. Et je voulais savoir de quels moyens les juges vont disposer pour traiter de la question, mais aussi quel est l'impact escompté de ce référé. Car vous parliez d'un ratio de 50% de personnes qui allaient croire une fake news avant qu'elle soit démentie. Mais qu'en est-il après? Merci. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. On les prend tout de suite après. Je vais peut-être laisser répondre Madame Mouchou tout de suite sur la question du juge des référés. Merci. Alors, les moyens dont le juge dispose. Il ne s'agit pas ici de sanctionner les auteurs, ce serait trop compliqué. Celui qui a le premier fait circuler la fake news entre les tweets et les retweets, c'est quasiment mission impossible. Le moyen dont le juge dispose, la faculté qu'on lui donne aujourd'hui, c'est de stopper la diffusion de la fausse information si elle est avérée. Et donc d'enjoindre aux principaux canaux, puisqu'il en a les moyens, ça existe déjà d'ailleurs en droit, les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, de stopper la diffusion de cette fausse information. En pratique, ça se passera comme ça. Après, les avocats peuvent demander des publications, des jugements, etc. pour faire la publicité. Votre deuxième question, pardon, je n'ai pas eu le temps de noter. L'impact de contre-productif. J'ai des études qui montrent que c'est contre-productif.
Est-ce qu'il y a un risque que ce soit contre-productif? Oui, Oui. oui, absolument, on a les docs. Pardon? Oui, il y a des études américaines qui le montrent. Oui. On est sur le référé? Pardon, excusez-moi, je veux bien comprendre la question. Parce que, pardon, je voulais te répondre, mais oui. Que disent les on a études? des études américaines qui montrent que le fait de démentir une information officiellement, et ça le serait vraiment si un juge se mêlait de s'emparer du ministère de la vérité, qui évoque des souvenirs orwelliens. Et il y a des études qui montrent que ça renforce l'impression qu'on nous cache tout, on ne nous dit rien. Alors attention. Que le pouvoir idéologique appartient à des gens qui se le partagent. Oui, donc ça accroît dans certains cas la confiance dans les fausses nouvelles. Attention, on a confié le pouvoir au juge. Alors, à moins qu'il y ait aussi la défiance vis-à-vis de la justice aujourd'hui, c'est pas l'État aujourd'hui, c'est pas les plateformes, c'est le juge qui est le garant indépendant des libertés en France, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il y aurait un effet contre-productif? C'est comme en matière de diffamation aujourd'hui. Est-ce que pour autant, il ne faut pas agir? Elle est là toute la question. Vous êtes victime d'une fausse information qui peut avoir des conséquences importantes. Est-ce que parce que on ferait la publicité effectivement de l'information, pour autant, on ne pourrait pas avoir la possibilité de se défendre? En réalité, c'est un raisonnement qu'on doit avoir nous personnellement. Et effectivement, il y a aussi une balance, certainement, un équilibre à trouver là-dedans. Mais effectivement, je réfute le fait de dire que parce qu'il y a des risques, effectivement, que ça provoque un effet inverse, on ne devrait rien faire, au contraire. Merci. Qui veut répondre aux deux autres questions? Donc sur la question du temps et des réseaux sociaux. Tara, allez-y, après François Bernard. Tout à fait. Pardon. Je vais commencer sur le temps. J'ai complètement raté ce débat en Allemagne que je trouve très intéressant. Ma question, c'est quelle est leur solution? S'ils partent des réseaux sociaux, est-ce que c'est pour faire plus de terrain? Est-ce que c'est pour parler aux gens un peu plus? Je crois que juste que le risque de partir complètement des réseaux sociaux, c'est d'accroître le sentiment de déconnexion entre les élites, les décideurs et les populations. Mais je serais intéressée de savoir, je demanderai à mes collègues allemands aussi, si le but est de passer plus de temps sur le terrain, peut-être que c'est une solution à considérer éventuellement. Sur l'éducation scientifique, alors ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, je voudrais juste signaler que la défiance à l'égard des experts que j'ai mentionnée un peu plus tôt, elle s'applique évidemment aux sciences dures, et c'est ce qui inquiète quand même beaucoup aussi les experts. Juste sur le changement climatique, le nombre de personnes qui continuent de le contester, en premier, la personne la plus puissante du monde aujourd'hui, c'est assez inquiétant. Donc, un des éléments que je mentionnais dans les recommandations, c'est revoir nos programmes scolaires pour permettre justement aux élèves, aux étudiants de développer une pensée critique et surtout qu'ils aient les outils intellectuels nécessaires pour distinguer le vrai du faux, mais c'est difficile. Juste une remarque sur la question du temps, c'est absolument une question fondamentale. Non seulement au sens où il faudrait peut-être que les politiciens ne soient pas dans la surexcitation, prennent du temps pour réfléchir, etc., etc. Là, on est tout à fait d'accord, que je retienne parfaitement votre objection, que nous, dans les think tanks, on est censé avoir le temps, mais quand on a le temps, on arrive après la bataille. Hein. C'est un peu ça le problème. La question de la diffusion des fake news et des contre-fake news, c'est absolument une question de temps. La durée de vie d'une fausse... Alors, fake news, j'en prendrai dans le sens de la loi de 1880 qui me paraissait absolument excellente, qui était le fait de fabriquer une fausse image ou une fausse relation de la vérité comme une fausse citation. Bon, leur durée de vie est extraordinairement faible. Je veux dire, pour la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que il y a... Outre les journaux qui font du fact-checking, les think tanks ou les ONG qui en cherchent, etc., il y a des milliers de gens qui sont à la chasse aux fake news pour se faire une réputation en débusquant une fausse nouvelle. Donc, vous êtes très vite avertis. J'ai fait une fake news l'autre jour, j'ai appuyé trop vite qu'en voyant un tweet des éditions Stock annonçant la mort de Leclésio. Il se trouve que j'aime beaucoup Leclésio, donc dans l'émotion, j'ai bêtement cliqué. Mais de très bons copains m'ont averti dans les 40 secondes, enfin les 40 secondes, j'exagère, dans les 5 minutes à peu près. Donc on est dans une compétition de vitesse entre le présumé faux et le présumé vrai. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que les fake news, s'il y a des moyens de prouver qu'elles sont fausses, vont être
vont être retrouvés. Je fais une petite parenthèse. On a raison de dire que les think tanks peuvent travailler contre les fake news, mais les think tanks ont historiquement été de formidables producteurs de fake news. J'ai écrit un bouquin sur la guerre d'Irak. Je peux vous dire qu'il y a eu des trucs délirants produits par les fake news américains sur les armes de destruction massive. Et j'y aurais des exemples beaucoup plus récents sur l'affaire Ben Allah, par exemple. Bon. Donc, le temps fait que la durée de vie des fake news est faible. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes de bonne foi, si vous prenez des sources différentes, vous arriverez toujours à repérer une fausse nouvelle si on peut prouver la fausseté. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a des milliers tous les jours et qu'il y a des fausses nouvelles contre les fausses nouvelles et qu'on est littéralement débordé. Voilà, c'est ça le problème. C'est la même chose avec ces procès. Moi, je suis tout à fait pour la formation à l'esprit critique, quoi, qui me semble qu'il y a un certain Aristote qui en parlait il y a 2500 ans. L'idée n'est pas tout à fait nouvelle. Mais le Clémy a fait des trucs très très bien. Pas de problème de ce côté-là. Et effectivement, moi j'ai assisté à des expériences où on démontre aux gosses pourquoi il est stupide de penser que la Terre est plate, quoi. Bon, parce qu'il y a des moyens de le prouver avec l'histoire des bateaux qui vont à l'horizon. Le problème, c'est le temps monstrueux que ça prend. Voilà. Nicolas. Juste pour dire que le pape est sur Twitter, je ne pense pas que ça le mette dans le temps court. Donc c'est surtout une question d'usage. Et je pense que c'est compliqué de déserter des choses qui sont aujourd'hui simplement les nouveaux espaces médiatiques. Je ne sais pas si vous suivez Salvini sur Twitter. J'ai eu la chance de vivre en Italie, donc je comprends l'italien. Je connais un peu les Italiens. Je suis Salvini sur Twitter. C'est juste sur Facebook, justement. On n'est pas sur Twitter. Enfin, si, mais c'est sur Facebook que c'est le plus fascinant. Il est aussi sur Twitter, mais sur Facebook, c'est juste fascinant. Il y a une telle adéquation de l'outil avec la personne, une telle capacité de lien. Bon, mais cette capacité à créer un lien, il ne doit pas être laissé aux populistes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de... Facebook est un fantastique outil, aussi pour créer un lien, et aussi pour créer un lien qui tire vers le haut les gens. Il n'y a pas de raison. Alors, monsieur, vous aviez une question ? Oui, Michel Beck, Retrait simplement. Est-ce que vous intégrez dans votre réflexion le travail considérable de manipulation des opinions et des politiques publiques effectué par des firmes comme Monsanto ou comme l'industrie automobile, etc., ou comme les grands cigarettiers? Au-delà même de ce que ça met en jeu sur la crédibilité des experts, mais au-delà de ça. Merci. Je m'appelle Dimitri, je suis de l'ambassade de Russie. J'ai une petite question. Oui, c'est normal. Oui, premièrement, je voulais faire peut-être un petit commentaire. C'est parce que j'entends souvent qu'on parle de RT et Sputnik. Mais personne ne compare RT et Sputnik à France 24, RFI, BBC, CNN, qui sont les médias absolument de même genre. Mais la question est, est-ce que vous croyez que peut-être le pouvoir actuel peut être tenté de profiter de lois sur fake news pour nettoyer l'espace d'information et pour lutter contre ses opposants politiques en utilisant ce loi exactement pendant la campagne électorale? Parce que c'est très facile pour le pouvoir actuel de profiter, oui, de ces ressources. Merci. Merci. Bonsoir, merci pour cette conférence très intéressante. Alors moi, je voudrais juste poser une question rapide sur les think tanks. Est-ce que les think tanks, d'une certaine manière, ne sont pas antidémocratiques? Donc je m'explique. D'après ce que j'ai compris, d'après les définitions, ça serait donc des groupes de pression. Dans la définition qu'on a eue au début, on parlait notamment de fournisseurs de solutions, d'experts. Est-ce que
ce serait pas d'une certaine manière ça serait pas voilà, des groupes de pression antidémocratiques où c'est encore des experts qui ont souvent voix au chapitre dans les médias ou qui sont proches de certains partis politiques comme justement l'Institut Montaigne ou d'autres. Est-ce que on ne devrait pas d'une certaine manière interdire certains think tanks qui imposent leurs idées aux partis politiques et qui ensuite passent dans des lois. Donc voici ma question. Et puis notamment, on peut parler à d'autres. Bon, après, sinon je risque de me faire taxer de complotisme. On peut penser au siècle, on peut penser à certaines choses où justement certaines élites se rencontrent et vont débattre de notre avenir sans le consentement du peuple. On parle beaucoup du RIC, mais j'ai l'impression que ces think tanks, que le siècle et compagnie sont, alors là pour le coup, vraiment à l'opposé du RIC. Merci. Alors, une dernière question, puis je pense qu'on aura le temps d'une... Moi, c'est plutôt pour signaler quelque chose. Pour signaler, aujourd'hui, il y a la Quadrature du Net, qui est une organisation sérieuse, efficace, et avec une véritable éthique. Et donc, je signale, parce qu'aujourd'hui même, c'était la journée de protection des données personnelles pour lutter contre les campagnes publicitaires sur le net. Donc, allez vers la Quadrature du Net si vous cherchez une association éthique et responsable. Merci madame. Alors on va répondre à vos questions. On va essayer de faire très vite pour avoir le temps de deux, trois questions supplémentaires. Moi, ce que j'entends dans ces 3 questions, au fond, c'est la question de qu'est-ce qu'un think tank. Et là aussi, on doit s'informer, se renseigner. Un think tank n'est pas un groupe de pression. Un think tank est supposé travailler en toute transparence, en toute indépendance, mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut défendre au jour le jour. Il est plus facile d'obtenir de l'argent en promettant de certains messages et une certaine propagande. Ce n'est pas le métier des think tanks. Je m'arrêterai là pour ces questions. À vous. Qui veut répondre en premier ? Bon, effectivement, on a plusieurs questions qui tournent autour de la frontière entre le think tank livré à la réflexion pure pour la recherche de la vérité, de bonnes solutions, etc., ce qu'on devrait tous être, voilà. Mais de la même façon qu'un prof devrait rechercher la vérité pure et pas infliger ses vérités idéologiques à ses étudiants, etc. Ça, c'est l'idéal. Dans la réalité, on sait vous avez parfaitement raison, il n'en est rien. Il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que soit certains think tanks s'affilient à certains intérêts plus ou moins ouvertement, soit à certains gouvernements. Je sais pas, moi je pense à Freedom House, avait des idées conservatrices, républicaines, et tendait de répandre un modèle américain à travers le monde. Et je ne suis pas parano payé par les Russes en imaginant ça, c'est dans leur statut, quoi. C'est tout à fait officiel. Donc il y a des think tanks qui sont des groupes de pression. Certains peuvent être des lobbies. Monsieur a parlé de Monsanto, ça c'est un cas typique de lobbying, peuvent être des lobbies déguisés. Un think tank, ça peut être un moyen pour des égos démesurés de passer à la télé en faisant un simple site et en appelant ça think tank. Il y a beaucoup de mésusages des think tanks qui sont possibles, des intérêts privés aux intérêts nationaux, en passant par les intérêts idéologiques, évidemment, comme dans toute société humaine. Petite remarque sur le siècle n'est pas un think tank, c'est un lieu où se réunissent les fameuses élites. Ils ne font pas de propositions. Est-ce qu'ils décident en secret de ce que feront les grands patrons ou les gouvernants ? Je crois qu'ils n'en ont même pas besoin. En ce sens que quand des gens appartiennent, on a à peu près les mêmes intérêts, on fait les mêmes études, etc., ils pensent à peu près la même chose sans qu'il y ait un chef qui commande. C'est à peu près ça mon idée. Pour l'intervention de notre ami russe, je ne vais quand même pas vous dire qu'on a pris cette loi par pur amour philosophique de la vérité et qu'elle ne sert aucun intérêt politique. Mais en disant ça, je suis en train de réveiller que je suis payé par vous et que je vais recevoir ma ration de caviar, donc je me tais. Madame Mocho, vous vouliez répondre justement à cette question.
Absolument. Moi, je vous dis que la proposition de loi a été faite dans un amour philosophique de la vérité plein et entier. Non, s'il s'agit de profiter de la loi pour nettoyer, alors si c'est pour nettoyer les fausses informations qui visent à nous tromper, ça c'est oui. Si c'est pour un tout autre objectif, c'est absolument non. Aucun des dispositifs qui a été mis en place ne le permet. Encore une fois, c'est pas le gouvernement qui intervient, c'est soit un juge indépendant, et on ne doute pas que si un candidat devait agir, les médias se chargeraient de relater ce qui se passe, soit une régulation avec les plateformes, elle a encore encadrée, mais il n'y a pas de mainmise étatique là-dessus, soit effectivement des actes de prévention dans les écoles, et là encore, ce sont des entreprises indépendantes ou validées par l'Éducation nationale qui interviennent. Donc il pas y avoir de risque, de dérive. On a fait en sorte de toute façon qu'il n'y en ait pas, et on a bien saisi la gravité du sujet pour le coup. Merci beaucoup. Est-ce que... Alors Tara, allez-y. Peut-être sur le côté antidémocratique des think tanks, non ou pas? Alors je vais reprendre peut-être justement dans l'ordre des questions sur la manipulation des opinions par Monsanto et l'industrie automobile. Je pense que c'est typiquement le genre de cas où on a eu l'impression, et peut-être que ça a été vérifié, que des experts étaient l'otage d'intérêts privés. Et c'est sûr que ça contribue à accroître la défiance des citoyens en les experts quand on se retrouve dans ce genre de cas. Donc je pense qu'il faut le montrer. Et un élément clé que je répète un peu en permanence, c'est cette idée de transparence. Transparence de la mission. Si certains think tanks font leur mission de répandre la démocratie dans le monde, à partir du moment où c'est écrit sur leur site web, on ne peut pas vraiment les accuser de faire ça en secret. On sait que c'est leur mission. La mission du think tank dans lequel je travaille, c'est de produire une politique étrangère européenne cohérente et cohésive. C'est écrit à peu près partout. D'aucuns pourraient nous le reprocher, mais en tout cas, c'est la transparence qu'on s'applique. Et cette transparence dans la mission, elle doit aussi s'appliquer, je pense, au financement. La défiance dont monsieur parle, au fond, sur les think tanks. Alors, le siècle, effectivement, ce n'est pas un think tank. À partir du moment où les think tanks expliquent... Un think tank est censé produire des propositions, et c'est public. Je ne crois pas que le siècle produise des propositions qui soient sur leur site web. Je ne pense pas qu'ils aient un site web, par ailleurs. Donc, c'est assez différent. À partir du moment où c'est public et transparent, vous pouvez les combattre sur le domaine des idées, mais je pense que ça, c'est encore autre chose. Sur RT et Sputnik, je ne vais pas rentrer du tout dans la polémique, juste vous dire, le CSA a mis RT en demeure en juin dernier sur un reportage qui avait été diffusé en avril sur la guerre en Syrie, dont il considérait qu'il y avait un manquement à l'honnêteté et à la rigueur intellectuelle. Alors, pardon, oui, sur je peux juste finir. sur ce point, tu Être au micro, François Bernard. Non. Alors, il s'agissait en fait de paroles en arabe de je ne sais plus quel syrien, où la traduction sous-titrage n'avait aucun rapport avec ce qui était dit en arabe, et il s'agit mais la partie où il le disait était dans une autre partie du reportage que j'ai pu. Bon, enfin, ouais. Mais je parle pas arabe, donc j'ai pas vu. Je veux bien juste répondre. D'abord, j'admire le courage de notre ami russe. C'est très, très bien d'être là, mais c'est quand même assez fort de café. Et enfin bon, c'est très bien, mais à un moment donné, il y a quand même des faits avérés que la Russie nous mène la guerre sous différentes formes. Donc voilà. Donc ensuite, on essaye, nous, de répondre à un certain nombre d'agressions vérifiées. Monsieur, c'est très intéressant ce que vous dites sur l'interdiction des think tanks. En Europe, il y a un grand pays qui fait ça, c'est la Hongrie. Viktor Orban, il a une politique extrêmement intéressante pour contrôler et fermer les think tanks qui mettent en jeu, je dirais, mettent en péril la démocratie telle qu'il l'entend. Hein. Je crois que nos amis de l'ECFR le savent bien. Donc effectivement, c'est une piste qui est de plus en plus explorée dans le monde. Nous avons le temps de 2 questions supplémentaires. Il y avait des personnes au fond de l'amphi qui souhaitaient poser des questions. On va leur laisser la parole. Et puis il y en a au moins une autre tout devant. Bonsoir.
Donc, je m'appelle Haroun Feria, je suis coordinateur au club Influence de l'AEGE, avec mon ami qui est juste ici, donc Julien Vachel. Petite parenthèse, donc on va sortir dans quelques jours sur le portail de l'intelligence économique un article sur les think tanks, donc une étude qu'on a portée justement sur les think tanks français, qu'on a sous-titré donc des lobbies intellectualisés. Donc on aimerait bien avoir vos réponses si c'est possible plus tard. J'avais en vérité 2 questions à vous poser. Pour vous, tout à l'heure vous parliez de transparence au niveau des think tanks. Donc on sait qu'on a l'Observatoire européen des think tanks qui sort un classement chaque année sur le niveau de transparence et d'accessibilité à l'information des différents think tanks. Il me semble que cette année c'est l'Institut Montaigne qui est premier, donc ça c'est une bonne chose. Attendez, la suite arrive. Non, tout se passe bien. Une réponse intéressante pour notre ami. Voilà. Voilà. Donc, j'aimerais savoir si vous pensez qu'il était, au-delà de l'Observatoire européen des think tanks, s'il était d'un intérêt public, même une priorité, en fait, de créer un organe qui s'occuperait donc de vraiment, comme fait par exemple la Commission européenne, de récolter par exemple, tous les travaux qui étaient faits par les think tanks et la relation entre les think tanks et justement les pouvoirs publics dans chaque pays et les propositions qui sont faites. Et deuxième question, j'aimerais savoir pour vous, parce qu'on sait qu'il y a des think tanks comme Terra Nova qui sont très très affiliés au Parti socialiste par exemple. On sait que donc l'Institut Montaigne en 2007 et 2012, enfin on va plus de dire que c'est l'UMP qui s'est inspiré de certaines études de l'Institut Montaigne au cours des différentes élections. J'aimerais savoir pour vous, sur une échelle de 0 à 10, à quelle note vous estimeriez votre capacité d'influencer les politiques publiques à l'heure actuelle? Merci. Une dernière question et puis on va répondre très rapidement pour conclure. Oui. Bonsoir, merci. Je m'appelle Serge, je suis collègue de Dimitri. Pas de question, une petite mise au point. Donc, pour la mise en demeure de RT, c'était juste un décollage entre la bande-son originale et la bande-son traduction. C'est ce que nous a expliqué François-Bernard Huyghe, effectivement. Et il y a quelques années, j'étais sur le plateau de France 24 pour les débats de soir, où exactement la même bavure s'est produite chez eux, un décollage entre la bande-son originale et la bande-son traduction de l'interview du président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, sans que personne n'en soit mis en demeure. Merci. Merci. Alors, on va répondre à la question des think tanks comme lobby, et nous lirons bien évidemment votre étude avec beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose qui est très souvent reproché aux think tanks. Faut faire attention, les think tanks, c'est une multitude de personnes, c'est différents types d'institutions. François-Bernard Huyghe l'a rappelé au tout début de son intervention. Donc, vous trouvez effectivement des think tanks qui sont affiliés, qui défendent des causes. Vous en trouvez d'autres qui vont être financés, parce qu'il faut bien se financer, ce sont des institutions privées, mais ceux qui sont financés par d'autres acteurs, ce qui n'empêche pas pour autant l'indépendance, à condition de le faire en toute transparence. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et on se rend compte que le sujet est extrêmement compliqué et que la fake news est dans la définition même de ce qu'est un think tank finalement. Alors je laisse mes collègues peut-être le mot de la fin s'ils souhaitent conclure. Oui, c'est gentil. On est très contents. Alors on n'a pas brillé dans le classement Magan, mais ça nous rend modeste, c'est important. Par contre, on est très content de cette première place, c'est pas la première fois. Effectivement, tout simplement parce qu'on a une transparence totale sur les financements, entièrement par le privé, aucun argent d'aucun État, d'aucun proxy. Donc on n'a pas d'argent de Gazprom. On a tout le nom des donateurs, des entreprises et des particuliers donnés, et aucune entreprise ne nous donne plus d'1,5% de notre budget. Voilà. Ça nous amène à refuser parfois des offres intéressantes de très grandes multinationales de la Silicon Valley ou de certains États ensoleillés. Mais voilà, ce sont des règles qu'on se fixe et on est très très content de fonctionner avec elles. Ensuite, c'est qu'une première étape. Évidemment, ça n'induit pas automatiquement l'indépendance de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un autre travail. Est-ce qu'il faudrait que ce soit plus encadré, plus... voilà.
Moi, j'ai vécu à Taïwan, j'ai fait de l'influence à Taïwan pour la France, j'étais à l'ambassade de France, et on arrive à des endroits, des moments où on ne peut plus aller voir un conseiller, un directeur de service d'une grande mairie sans que ce soit sur le site internet, etc. Donc il y a des moments aussi où il peut y avoir des besoins d'échanges informels pour se parler. Donc parfois on peut se parler et parfois on peut comploter dans un endroit discret, mais parfois c'est là aussi où on construit la paix, où on construit le dialogue, où on échange des idées. Donc voilà, tout ça c'est une question d'équilibre. Il n'y a pas de réponse, je dirais, noire ou blanche. On a tous intérêt, en tout cas, ça c'est sûr, c'est mon mot de la fin, on a tous intérêt à reconstruire une crédibilité de tout le monde, parce que c'est une crise de confiance, qu'elle ne vient pas de n'importe où, et qu'il faut travailler tous ensemble. Alors, Sylvie, vous m'avez un peu piqué ma réponse, donc je ne vais pas paraphraser. Sur la capacité à influencer. Donc, si je reprends la définition dont je vous ai parlé tout à l'heure, un think tank, ce serait un cercle de réflexion émanant généralement d'institutions privées et apte à soumettre des propositions au pouvoir public. Le mot d'influence me dérange un peu. Celui qui est utilisé généralement dans les think tanks, c'est celui d'impact. Quel impact on a? Les deux, je pense, sont liés. Si on produit des papiers à l'issue desquels il y a des recommandations, on espère bien évidemment que ces recommandations seront suivies par les décideurs. Malheureusement pour nous, ce n'est pas toujours le cas. Notre capacité à influencer, elle est mesurée par la dimension dans laquelle les gouvernements suivent nos recommandations. Voilà. Mot de la fin, l'OFTT c'est très bien, hein, oui d'accord, je les connais, ils sont excellents, ils font même quelque chose qui est très très intéressant, ils font des études sur la traçabilité des idées. Dans quelle mesure tel concept produit par tel think tank a circulé, a été produit par tel auteur, ça c'est très bien. Est-ce que, bon, je prends l'exemple hyper caricatural Terra Nova PS. Terra Nova n'a jamais prétendu soutenir Laurent Wauquiez, a toujours dit qu'il avait des liens avec le PS, donc il n'y a aucune escroquerie là-dedans. Mais la vraie bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est le PS qui est affilié à Terra Nova ou Terra Nova qui est affilié au PS? Ce que je veux dire par là, au-delà de la plaisanterie facile, c'est que est-ce qu'il y a des think tanks qui fournissent des idées, des arguments au PS, parfois même à un camp, au PS ou à n'importe quel parti d'ailleurs, ou à tel candidat dans la course au sommet, on avait vu ça jusqu'en 2017, ou est-ce que le think tank, là on pense tous à la fameuse étude de Terra Nova disant globalement au PS, conseillant au PS de laisser tomber les prolos qui étaient voués au populisme, au lepénisme, et de s'intéresser aux élites centre-urbaines et aux minorités. Je crois que c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait, que bon, ça a marché un certain temps. Ceci est un autre débat. Non, ce que je veux dire sérieusement à travers ça, est-ce que le think tank ne traduit pas des courants dont s'inspirent les partis, ou dans quel sens ça marche? Pour le dire de façon plus prétentieuse, quelle est l'autonomie de l'idéologie? Voilà, question de fond. Parfait, nous terminerons sur ces questions qui nous permettront de réfléchir encore un petit peu plus à l'issue de cette soirée et peut-être de revenir rediscuter de toutes ces questions essentielles dans une prochaine édition. Merci à tous pour votre participation, pour ce débat. Merci à nos intervenants d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Je vous souhaite tous une bonne soirée et à très bientôt dans les locaux de l'IRIS. Bonne soirée, au revoir.